Bonjour à tous et merci d'être présents donc pour cette présentation du rapport qu'Alice Grémier et moi-même avons publié au mois d'août dernier et qui porte sur les performances économiques et environnementales de l'agroécologie. Alors j'espère que tout le monde nous entend. Nous allons passer 45 minutes ensemble, 45 minutes qui vont être entrecoupées de 2 temps d'échange au cours desquels vous pourrez poser vos questions et auxquelles nous tâcherons de répondre au mieux. Cette présentation, cette webconférence sera enregistrée et vous pourrez la retrouver en téléchargeant à la fin donc, de cette séance la vidéo. Vous avez un bouton normalement en haut à droite de votre écran. Alors pour commencer, pour essayer de cadrer ce rapport que nous avons rédigé, il faut d'abord s'interroger sur les limites du modèle agricole dominant aujourd'hui en France et qui explique que l'agroécologie se développe et présente un certain nombre d'intérêts. Alors quelles sont ces limites ? Tout d'abord, elles sont d'ordre économique. On a aujourd'hui une agriculture en France qui ne permet pas de rémunérer l'ensemble des agriculteurs de manière décente. On a des revenus qui sont faibles pour une bonne partie des agriculteurs, puisque pour 30% des exploitations agricoles, ce salaire est inférieur au seuil de pauvreté, inférieur à plus de 350 € par mois. Et ces revenus présentent une très grande variabilité, c'est ce que vous avez représenté sur cette courbe avec une fluctuation du revenu courant avant impôt des agriculteurs en fonction du type d'exploitation. Alors vous avez sur la courbe rose l'évolution du revenu des éleveurs de porc, qui est une évolution cyclique assez traditionnelle. Ils produisent plus, ce qui conduit à une forte production, une baisse des cours. Puis ensuite on a une baisse de production qui induit une baisse de revenus. C'est un phénomène assez cyclique qui a été très bien décrit au fil du temps. Et puis ce qu'on observe sur les autres courbes, c'est que cette fluctuation, cette cyclicité, on l'observe aujourd'hui de plus en plus dans d'autres types de production. C'est le cas, par exemple, des producteurs de céréales sur la courbe jaune. On voit que depuis le début des années 2000, on a des revenus qui sont très très variables et qui parfois sont négatifs, ce qui s'explique à la fois par les fluctuations de marché au niveau international et puis également par des aléas climatiques qui se multiplient et qui peuvent engendrer une baisse de production et donc de revenus. Le deuxième point important à considérer dans ces aspects économiques liés au secteur agricole tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est l'emploi. On a en France un emploi agricole qui reste important, c'est environ 750 000 personnes, emploi permanent en agriculture, mais ce chiffre est en baisse constante. Dans les années 50, les agriculteurs représentaient largement plus de 30% de l'emploi total. On est à 2,7% aujourd'hui et cet emploi va sans doute très rapidement encore décroître puisqu'on aura dans les années à venir un très grand nombre d'agriculteurs qui vont partir en retraite. On estime que dans les 5 ans qui viennent, c'est pratiquement 30% des agriculteurs qui atteindront l'âge de retraite. Au-delà donc des aspects économiques, aujourd'hui notre modèle agricole présente un certain nombre de limites d'ordre environnemental. L'agriculture a une grande particularité, c'est de contribuer au changement climatique tout en étant une réponse à ce dérèglement climatique. L'agriculture représente environ 20% des émissions françaises de gaz à effet de serre, notamment liées à l'utilisation de fertilisants azotés qui sont à l'origine de protoxyde d'azote, 43% des émissions donc, de gaz du secteur sont liées à ces fertilisants. Et puis on a également des émissions de méthane liées notamment aux productions animales. Donc on le voit, l'agriculture est une source d'émissions de gaz à effet de serre et elle est dans le même temps un puits de carbone et un puits de séquestration de ce carbone dans les sols et la végétation. Dans les autres aspects environnementaux, il y a l'utilisation importante de pesticides, d'intrants de synthèse.
Vous avez ici sur ce graphe une représentation de la consommation de pesticides jusqu'en 2014. Les chiffres ont été publiés pour les années suivantes, mais il y a eu des modifications d'indicateurs qui font que la continuité est un peu plus difficile ou délicate à interpréter. Ce que l'on observe en tout cas, c'est une forte consommation de pesticides en France. La France est souvent présentée comme le champion européen de consommation de pesticides, et on voit que cette tendance se poursuit aujourd'hui avec un certain nombre de répercussions sur l'environnement et sur la santé. Parmi ces répercussions sur l'environnement, il y a l'érosion de la biodiversité. Alors, cette érosion de biodiversité, elle est aujourd'hui massive, elle est particulièrement bien documentée. Vous avez un très grand nombre d'études nationales ou internationales qui montrent qu'on a par exemple 75% des insectes volants qui ont été détruits, qui ont disparu en Allemagne. On a une étude du CNRS en France qui montre que 30% des oiseaux depuis 1990 ont disparu de nos campagnes. Un ensemble donc d'informations scientifiques qui soulignent cette érosion de la biodiversité, pour laquelle, parmi les causes et les responsables, on a l'utilisation d'un certain nombre d'intrants de synthèse, notamment les pesticides, et puis également la simplification des paysages agricoles, la disparition de haies, la disparition d'infrastructures agroécologiques qui conduisent à indirectement la disparition d'un certain nombre d'espèces. Parmi les autres points importants à citer, donc le changement climatique, les pesticides, l'érosion de la biodiversité, autant de facteurs qui, cumulés à la difficulté pour les agriculteurs en agriculture conventionnelle de dégager du revenu, laissent à penser que d'autres modèles doivent être proposés, et notamment l'agroécologie. Alors l'agroécologie est aujourd'hui assez présente dans les débats publics. Elle a été inscrite dans la loi d'orientation agricole de 2014. Elle est donc devenue un élément important d'orientation de notre agriculture en France. Comment peut-on la définir? On a un certain nombre de définitions qui existent, qui sont portées par des chercheurs. Celle que nous avons souhaité retenir, c'est en fait une forme d'optimisation de l'utilisation des ressources apportées par la nature pour développer une agriculture qui va utiliser le minimum d'intrants de synthèse et accroître la résilience des exploitations. Donc concrètement, ça va être plus d'infrastructures agroécologiques, moins d'intrants, moins de pesticides, moins d'antibiotiques, moins d'engrais, et puis des rotations culturales qui vont apporter des éléments de réponse à l'érosion de la biodiversité et au déficit de séquestration de carbone dans les sols. Voilà pour cette première partie, et je vais maintenant passer la parole à Alice qui va évoquer avec vous, derrière cette notion d'agroécologie, l'ensemble des référentiels que l'on peut trouver. Donc l'agroécologie, c'est un principe qui couvre un certain nombre de pratiques agricoles qui sont très diversifiées. Donc c'est pour ça qu'on a une définition mais de nombreuses traductions. Donc en fait on a identifié 23 référentiels en France qui répondent au principe de l'agroécologie. Donc on a par exemple l'agriculture biologique, la certification à haute valeur environnementale ou la charte Lille-Harmonie. Donc on a des principes, des cahiers des charges publics, mais on a aussi des labels privés. Donc vraiment une très grande diversité de cahiers des charges avec une diversité de pratiques et donc des modalités de mise en œuvre et de contrôle qui sont très différentes. Étant donné que ces cahiers des charges sont très différents, on a des exigences environnementales qui sont très variables. On a décortiqué un petit peu ces cahiers des charges pour préciser ces exigences environnementales. Et donc, on a réalisé une méthodologie de scoring qui permet de positionner ces cahiers des charges les uns par rapport aux autres, selon donc deux dimensions. D'une part, la réduction des intrants donc dans les ateliers de production animale, mais aussi dans les ateliers de production végétale. Et d'autre part, l'intensification des fonctionnalités écologiques qui correspond donc à l'amélioration ou la préservation de la biodiversité dans l'exploitation agricole, mais également des ressources. Donc lorsqu'on met en regard ces deux dimensions, sur le graphique que vous pouvez voir à droite, donc on a deux grands groupes de référentiels qui se dégagent. Vous avez à gauche, en bas du graphique, des référentiels qui se révèlent être les moins exigeants sur les dimensions que l'on étudie. À droite, en jaune, vous avez les référentiels donc, de l'agriculture biologique et ses dérivés
qui se révèle être très exigeant, notamment d'un point de vue de réduction des intrants. Et d'autre part, on a un référentiel isolé à haute valeur environnementale, option A, que vous voyez en haut du graphique, qui est donc moins exigeant que l'agriculture biologique d'un point de vue de réduction des intrants, mais qui l'est plus sur la préservation de la biodiversité et des ressources dans l'exploitation agricole. Donc si vous avez des questions, maintenant, on peut procéder à un échange sur ces deux premières parties. Je vais vous en lire une qui est arrivée à l'instant. Pour une comparaison de l'emploi de pesticides, le montant global ne suffit pas. Une comparaison pour hectare de SAU paraît plus juste, selon Louis. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur le scoring qu'on vous a présenté, ce que l'on a souhaité faire, c'est mesurer les niveaux d'exigence des différents cahiers des charges. Et donc, on inclut dans ces niveaux d'exigence ce qui est écrit noir sur blanc donc dans les cahiers des charges. Ce qu'on évalue, ce n'est pas la performance environnementale en tant que telle, c'est un proxy, c'est une approximation de cette performance environnementale. Alors, sur la question de l'utilisation des pesticides, la question qui est posée, c'est comment on la mesure. Sur la diapositive que j'ai présentée, on a repris en fait l'indicateur qui est présent dans le plan éco-phyto, qui était présent historiquement, c'est-à-dire le nombre de doses unités qui combine à la fois la fréquence de traitement et puis la toxicité intrinsèque de la molécule utilisée. Et donc ça permet d'aborder ces deux dimensions, coupler ça avec les surfaces sur lesquelles on a des traitements effectivement intéressants. Ce qui est intéressant par rapport au plan éco-phyto ou à la consommation de pesticides, c'est pas tant l'indicateur qui est utilisé pour évaluer ce fait que sa mesure et son suivi dans le temps, et c'est ce qu'on a observé, c'est ce qu'on en a fait sur la diapositive que j'ai présentée. Il y a une question de Milena, elles sont arrivées toutes maintenant. Pouvez-vous préciser les différences entre HVE-A et les autres HVE? Alors, donc en fait, on a la certification environnementale qui peut être mise en place à différents niveaux. Et donc HVE, la certification haute valeur environnementale, c'est en fait le niveau 3 de cette certification. Et entre l'option A et l'option B, dont on parle dans cette étude, c'est des modalités de mise en œuvre différentes. C'est-à-dire que l'agriculteur, s'il veut obtenir la certification à haute valeur environnementale, il a deux manières de le mettre en œuvre. Et en fait, ce ne sont pas les mêmes critères qui vont être mis en œuvre. Donc, par exemple, pour l'option B, c'est vis-à-vis de 4 piliers, notamment les ressources en eau, les ressources en biodiversité, etc. Alors que donc ça c'était pour l'option A, pardon, et pour l'option B, on va avoir des critères plus chiffrés, notamment en termes d'intrants total utilisé dans l'exploitation, etc. Il y a 3 questions sur l'intensification de Mélanie et de Jean et de Quentin. Je vous en lis une, mais qui se regroupe. Pourquoi avez-vous fait le choix des indicateurs de l'intensification des services écologiques? Donc, en fait, quand on a décortiqué les cahiers des charges des différents référentiels qu'on a étudiés, on s'est rendu compte qu'ils répondaient au principe de l'agroécologie selon 4 grandes dimensions. C'est-à-dire que la plupart, ils présentaient des critères soit pour l'intensification des services écosystémiques, soit pour la réduction des intrants. Et ce principe-là répond bien à un des principes de l'agroécologie, donc c'est pour ça qu'on l'a utilisé pour définir les cahiers des charges, enfin leurs exigences environnementales. Et donc du coup, pour l'intensification des services écosystémiques, globalement, ce qu'il y a derrière, c'est la multiplication d'infrastructures agroécologiques, de haies, etc. C'est la protection de l'eau. Parce qu'il faut bien voir avec cette histoire de scoring qu'on a proposé, il ne s'agit pas de dresser un podium et de faire le tri entre des très bons et des moins bons. Il s'agit d'avoir un positionnement relatif des niveaux d'exigence de ces différents cahiers des charges qui permettent de dire certains sont plus exigeants que d'autres ou vont imposer aux agriculteurs d'autres contraintes ou plus de contraintes que d'autres. Alors, il y a plusieurs questions qui nous arrivent. Une de Dominique B. Les certifications privées n'ont pas été considérées, par exemple le label Max Havelaar. Alors, on a
Le label Max Havelaar, c'est un label un peu particulier, puisque c'est un label commerce équitable, et que la cible première de ce label, c'est la juste rémunération des agriculteurs. Vous avez effectivement un certain nombre de critères environnementaux qui s'ajoutent, mais ce n'est pas le tout premier élément qui est porté par le label. En tout cas, l'intention qui est véhiculée par le label, c'est avant tout une dimension d'équité, d'éthique, plus qu'une dimension agroécologique. Donc, c'est un choix un peu arbitraire. On était contraint de faire ce choix à un moment donné. On a un certain nombre de certifications privées que l'on a retenues et que l'on a étudiées. Je pense à des certifications de type l'Harmonie, par exemple. Vous aviez des cahiers des charges comme le Port Noir de Bigorre qui comportaient une dimension agroécologique importante. Et donc, on a fait ce choix qui est arbitraire, mais qui permet d'apporter un certain nombre de réponses à la question qu'on se posait, c'est-à-dire comment le consommateur peut faire le tri dans tous ces labels qui se réclament de l'agroécologie. Alors on a une autre question de Marie-Cécile. L'agroécologie est-elle synonyme d'agriculture régénératrice? Alice, est-ce que tu veux répondre à ça? Sinon je le fais. Sachant que l'agriculture régénératrice, je ne sais pas bien ce que c'est personnellement. Je pense qu'on peut dire que ça peut y répondre, en tout cas si, en tant qu'agriculture régénératrice, on pense à la régénération des écosystèmes, notamment qui permettent des réservoirs de biodiversité, par exemple les haies dans les exploitations, etc. Donc je ne dirais pas que ce serait un synonyme, ça va probablement au-delà et c'est beaucoup plus large, mais effectivement ça peut répondre à cet objectif-là aussi. Derrière l'agroécologie, derrière ce que nous on a retenu dans la définition de l'agroécologie que l'on propose, on a un ensemble de pratiques, un ensemble de méthodes qui effectivement contribuent à la préservation des sols, à la préservation des agroécosystèmes et donc qui en ce sens sont régénératrices et ça c'est un point important. Alors, quelles sont les tendances actuelles dans les choix des agriculteurs pour un modèle d'agroécologie plutôt qu'un autre? C'est la question d'Emma. Aujourd'hui, donc, si on regarde les grandes tendances des différents labels qu'on vous a présentés, vous avez un label qui est très dominant, c'est le label bio. Il est très dominant historiquement parce qu'il est implanté depuis le début des années 80 dans le paysage de la consommation. Et aussi parce qu'il est associé, on y reviendra dans la suite de la présentation, à des niveaux de rémunération des agriculteurs, à des prix de vente supérieurs, donc qui incitent les agriculteurs qui le peuvent, parce que techniquement la transition vers le bio est complexe, donc de tendre vers ce modèle d'agroécologie. Alors j'ai plus les chiffres exacts en tête sur le nombre d'agriculteurs bio, on est aux alentours de 9% de la surface agricole utile aujourd'hui qui est passée en bio, et puis on a une tendance qui croît. D'autres types de labels, notamment HVE, sont beaucoup moins développés parce que moins anciens, parce que moins bien reconnus aussi par les consommateurs. Pour HVE, c'est environ 5000 exploitations qui sont HVE aujourd'hui en France, ou en tout cas qui l'étaient en début d'année. Donc on voit qu'on a vraiment des tendances assez différentes. Le principal facteur, mais on le développera dans la suite, ce sont les revenus des agriculteurs et puis les dispositifs d'aide publique qui peuvent accompagner cette transition. J'en prends une en val de Morgane qui demande comment se positionne la France par rapport à nos voisins européens. Par rapport à l'agroécologie ou par rapport à la bio en particulier alors, le problème de l'agroécologie, c'est que c'est un concept, comme on l'a vu, derrière lequel on peut mettre beaucoup de choses. Et donc, on ne va pas avoir exactement les mêmes modes de comparaison. On observe aujourd'hui en Europe, par rapport à la bio, et je vais me cantonner à la bio parce que c'est le cahier des charges le mieux connu, pour lequel on a le plus de données. On a une croissance continue de la bio en Europe. On a des politiques de soutien au développement de l'agriculture biologique qui expliquent cela, notamment dans le cadre de la politique agricole commune. Et puis on a aussi des demandes de consommateurs qui sont importantes dans ce sens. Donc c'est surtout la bio qui se développe, mais on voit d'autres types de labels, des labels plus locaux,
qui peuvent effectivement contribuer au développement d'autres formes d'agroécologie sur lesquelles on n'aura pas forcément autant de visibilité que ce qu'on peut avoir sur la bio. Une question de Sophie. Comment concilier biodiversité et réponse à la demande, sol limité, etc. Donc je pense que la question derrière, c'est la question de compétition d'usage des sols. Et j'imagine que c'est l'idée d'une hausse de la demande et de la consommation qui induirait en fait une nécessité de mobilisation de plus de terres. Alors c'est une réponse qui est complexe. C'est une question pardon, qui est complexe à laquelle on peut difficilement répondre en 30 secondes. Ça, derrière, on a les grands débats historiques sur la manière dont on arbitre entre utilisation des terres à des fins de production alimentaire et préservation des écosystèmes. Ce que l'on peut voir, il y a des études quantitatives de prospective au niveau national, au niveau européen, au niveau international, qui montrent qu'on peut avoir un développement de l'agroécologie tout à fait compatible avec la réponse à la demande alimentaire au niveau européen ou au niveau international. Ça implique des modifications assez profondes des modes de consommation et des régimes alimentaires. Mais en tout cas, c'est compatible et ça implique une transition globale de notre système alimentaire sur un temps très long. Je vous propose donc de reprendre, on répondra à un certain nombre de questions ensuite, et on va essayer d'apporter un élément de réponse à la question de la rentabilité de cette transition. Est-ce que développer l'agroécologie, passer au bio, est-ce que c'est rentable pour les agriculteurs qui tentent l'expérience ? Donc en fait l'agroécologie elle est souvent présentée comme un modèle doublement voire triplement performant à la fois d'un point de vue environnemental, économique, voire social. Donc dans cette partie de l'étude, ce qu'on a cherché à préciser, c'est justement cette performance économique de l'agroécologie. Donc pour l'instant, on va présenter les résultats sur l'agriculture biologique, puisque c'est le référentiel qui a été le plus étudié pour l'instant. Donc on a un certain nombre d'études qui présentent des données déjà existantes sur l'agriculture biologique et qui en étudient sa rentabilité, donc sur des filières différentes, donc c'est des études par exemple de l'INRA ou de l'INSEE. Lorsqu'on exclut l'ensemble des subventions qui sont perçues par ces exploitations, on se rend compte que dans de nombreux cas, on a un bénéfice après la transition pour ces exploitations en agriculture biologique. Donc pourquoi est-ce qu'on a un bénéfice ? Eh bien, puisqu'on a des prix plus rémunérateurs qui permettent aux agriculteurs de compenser des réductions de rendement de la production, mais aussi des charges qui peuvent être plus importantes, notamment pour des besoins en main-d'œuvre qui sont plus importants. Il est important aussi de signaler qu'à cette meilleure rentabilité s'ajoutent des résultats qui sont moins dispersés et plus stables dans le temps pour ces exploitations. Donc, on a voulu compléter l'étude des données existantes par une petite modélisation. Donc, on simule une exploitation agricole conventionnelle en grande culture et on simule un certain nombre de contraintes pour simuler une transition vers 5 cahiers des charges, donc, que vous pouvez voir dans le tableau à gauche. Et donc, post-transition, ce qu'on constate, c'est que dans les référentiels que l'on a testés ici, donc les fermes défis, l'U-Harmonie, HVE et l'agriculture biologique, ça va être le seul référentiel qui va permettre à notre exploitation type de dégager un bénéfice à moyen terme. Donc, ça confirme en fait les résultats qu'on a pu voir dans la littérature précédemment. Mais il est important de regarder plus en détail ces bénéfices en fonction des filières, puisqu'en fait ces bénéfices sont très hétérogènes en fonction des productions. Donc par exemple en viticulture, le bénéfice il va être très lié à l'écart de prix entre le bio et le conventionnel qui va être très fort et qui va permettre une très bonne valorisation de la production. Mais en maraîchage ou en élevage bovin laitier par exemple, c'est plutôt la réduction des charges opérationnelles, donc liées à la réduction d'utilisation des intrants chimiques, qui permettent de compenser les pertes de rendement. Alors, donc, pour l'instant, on a surtout regardé les performances économiques de ces exploitations. On a toujours exclu les subventions que pouvaient percevoir ces exploitations. Donc, il faut savoir que dans les référentiels que l'on a étudiés, on a deux types de référentiels qui perçoivent des subventions
c'est les mesures agro-environnementales et climatiques système, ainsi que l'agriculture biologique. Donc mettons de côté les performances économiques, et maintenant on va regarder les performances environnementales au regard de ces subventions qui sont versées à ces exploitations. Et finalement, ce qu'on montre, c'est qu'on peut avoir des référentiels, donc notamment l'agriculture biologique, qui va avoir des exigences environnementales plus élevées que d'autres référentiels. Donc là, c'est les référentiels que vous avez à droite, donc avec un score d'exigence environnementale élevé en abscisse, mais des montants de subventions que vous avez en ordonnée qui ne sont pas plus élevés que les mesures agro-environnementales et climatiques, alors qu'elles-mêmes ont des exigences environnementales moins élevées. Donc on peut mettre en évidence finalement qu'on n'a pas des aides qui sont corrélées au score d'exigence environnementale qu'on avait pu montrer tout à l'heure. Alors, on a vu, donc, ce qu'on a essayé de souligner dans ce rapport, c'est qu'on avait une agroécologie, une définition de l'agroécologie à laquelle on avait un très grand nombre de cahiers des charges, de référentiels qui pouvaient être rattachés. Ces référentiels présentent des niveaux d'exigence environnementale qui sont très variables, et quand on regarde les données scientifiques qui ont été publiées ou quand on modélise un cas type d'exploitation, on observe que c'est l'agriculture biologique qui présente le niveau de rentabilité le plus important, et les autres cahiers des charges, pour l'instant, par rapport au contexte économique qu'on a étudié, ne présentent pas les mêmes niveaux de revenus. Alors, comment on fait? Quelles sont les pistes pour essayer de développer l'agroécologie et surtout faire en sorte que eh bien, on ait une agroécologie qui à la fois améliore l'état de l'environnement et contribue à améliorer le revenu des agriculteurs? Le premier axe, c'est ce qu'on appelle l'internalisation des externalités positives. En gros, une agriculture qui va rendre des services pour l'environnement et pour la société doit être rémunérée à ce titre. Alors, elle peut être rémunérée soit par le marché, soit par la puissance publique dans le cadre des dispositifs d'aide publique, notamment les dispositifs de la PAC, de la politique agricole commune. On a plusieurs possibilités. Tout d'abord, il faut permettre aux consommateurs de mieux reconnaître les labels qui vont comporter une dimension agroécologique, et aussi renforcer les exigences agroécologiques dans les différents labels qui existent aujourd'hui, qui sont bien connus. C'est le cas du label rouge, AOP, IGP, qui sont donc des labels qui portent sur la provenance géographique des produits. On peut augmenter les exigences agroécologiques. C'était notamment l'une des discussions et des points de sortie des États généraux de l'alimentation de 2017, et ça fait partie des démarches qui ont été engagées par les professionnels. On peut aussi renforcer les coordinations entre acteurs des filières pour vraiment assurer et asseoir le développement dans le temps des différentes filières agroécologiques. Ça passe par des contrats de long terme. Ça s'est fait pour la bio. On a eu des dispositifs qui par le passé ont vu jour et qui pourraient être développés pour d'autres filières agroécologiques. Ça implique de renforcer, je le disais tout à l'heure, la reconnaissance par le consommateur d'un certain nombre de labels, et notamment la certification HVE. On a montré que la certification HVE option A présentait un niveau d'exigence important, intéressant, et donc il faut mieux communiquer sur ce label pour que potentiellement donc, les consommateurs puissent être guidés dans leur choix. Et puis enfin, il faut favoriser les paiements pour services environnementaux, rémunérer les services que rend l'agriculture à l'environnement. Ça passe par une réorientation des aides de la politique agricole commune ou par le soutien des dispositifs qui existent aujourd'hui, qui sont portés par un certain nombre de collectivités locales ou d'acteurs économiques. Le deuxième axe de recommandation pour soutenir l'agroécologie, c'est le soutien aux cahiers des charges qui vont présenter des bénéfices économiques et de hauts scores d'exigence environnementale. Donc on l'a vu, plutôt la bio et AGE option A. Le développement et la mise en œuvre de ces labels impliquent le plus souvent bien une main-d'œuvre plus importante. On utilise moins d'intrants, donc on a un désherbage mécanique qui doit nécessiter plus de main-d'œuvre. Et ce que l'on propose, ça renvoie à d'autres travaux qu'on a conduits à France Stratégie, eh bien, c'est essayer de soutenir cette forte intensité en main-d'œuvre et répondre aussi à l'objectif de limitation de la réduction de l'emploi dans le secteur agricole.
ça peut passer notamment par une évolution sur le long terme de la PAC. On peut accroître l'investissement public en R&D pour favoriser l'innovation et les gains de productivité dans un certain nombre de filières, notamment les filières de protéines végétales. Il y a une question d'autonomie de la France par rapport à ces filières de protéines végétales pour éviter qu'on soit contraint d'importer ces protéines d'Amérique du Sud notamment. Et puis enfin, le dernier point de cet axe sur les labels qui présentent des bénéfices économiques, c'est renforcer la communication sur ces labels, par cahier des charges, mais aussi par production, que l'on connaisse mieux, que l'on comprenne mieux ce qu'il y a derrière ces différents cahiers des charges, bio ou HVE. Enfin, le dernier point de recommandation, concerne cette fois les référentiels qui vont être moins exigeants, mais dont la mise en œuvre ne va pas engendrer des coûts très importants. Et donc on améliore un petit peu l'environnement, certes, uniquement un petit peu, mais ça ne nécessite pas pour les agriculteurs d'efforts ou de contraintes économiques trop fortes. Et donc là-dessus, on peut jouer notamment sur la diffusion des performances des fermes économes et très économes en intrants, les fermes du réseau Défi, dont on montre qu'elles contribuent assez significativement à la réduction d'usage de pesticides. Et donc on a des bonnes pratiques qui sont développées par ces fermes sur lesquelles on doit mieux communiquer pour que les agriculteurs puissent s'en emparer. Il faut aussi contribuer à l'ensemble des bonnes pratiques qui permettent de financer, de soutenir la réduction d'usage des pesticides. Et puis enfin, il faut, dans un certain nombre de cas, étudier plus spécifiquement les coûts de mise en œuvre. Ce qu'on a présenté s'appuyait sur un certain nombre d'études qui finalement étaient assez restreintes, qui concernaient essentiellement l'agriculture biologique, et il y a des connaissances à développer sur d'autres filières et sur d'autres référentiels pour pouvoir vraiment étendre ce que l'on a présenté à l'ensemble des référentiels agroécologiques. Voilà donc sur ces recommandations, et donc on peut passer donc à une nouvelle séquence de questions. Alors je ne sais pas s'il y a des questions de ce côté-là, non. Qu'est-ce qu'on a comme question? Alors c'est en direct, c'est formidable. Comment est perçue l'agriculture des sols sur ce comparatif? Alors j'imagine que c'est l'agriculture de conservation des sols qu'on n'a pas étudiée en tant que telle. Mais qui est quand même inclus en partie, puisque un certain nombre d'agriculteurs, pour répondre à certaines mesures agro-environnementales et climatiques, vont mettre en œuvre des techniques d'agriculture de conservation des sols, mais ne fait pas l'objet d'un cahier des charges spécifique pour ces pratiques-là. Alors, il y a énormément de questions sur, par exemple, la baisse des intrants de synthèse. Est-ce qu'on fait la différence entre intrants de synthèse et intrants biosourcés? Alors ça, c'est une grande question. Le label bio et les labels qui s'y rattachent visent l'utilisation de 0 intrants de synthèse, mais on peut avoir l'utilisation de molécules biosourcées, de molécules naturelles, notamment pour lutter contre un certain nombre de ravageurs. Donc vraiment, quand on parle d'absence d'intrants de synthèse, c'est l'ensemble des intrants qui effectivement sont plutôt issus du pétrole, plutôt que donc les intrants d'origine naturelle. Il y a la question de la fiscalité. Faut-il faire évoluer la fiscalité pour favoriser la production favorable à la santé des écosystèmes et des humains? Vaste débat. On peut effectivement et logiquement, par rapport aux grands principes de l'économie publique, dire qu'il faut appliquer le principe pollueur-payeur et utiliser le produit de cette taxation qui pourrait porter donc sur l'utilisation de pesticides, d'engrais, d'antibiotiques et d'autres éléments qui peuvent être défavorables à l'environnement, utiliser le produit de ces taxes pour financer la transition agroécologique. C'est ce qu'on a proposé notamment dans le rapport de France Stratégie sur la réforme de la politique agricole commune qu'on avait publié l'an passé. Effectivement, la taxation, la fiscalité, pour avoir une fiscalité qui soit vraiment incitative, peut contribuer à cette transition. On a une question de Bruno aussi. Dans l'introduction, vous pointez les faibles revenus. Avez-vous mesuré la corrélation entre l'intensification de la performance agroécologique et le revenu? En fait, toute la partie sur l'agriculture biologique où on étudie les performances économiques au travers de différents indicateurs
notamment la marge directe ou la marge brute. C'est des indicateurs qui participent justement aux revenus de l'agriculteur. Donc de fait, lorsque ces indicateurs présentent un bénéfice post-transition, effectivement, on a une amélioration du revenu de l'agriculteur. Pour ces référentiels, donc notamment pour l'agriculture biologique, qui est un référentiel qui est plus exigeant d'un point de vue environnemental que l'agriculture conventionnelle. Donc ça répond en partie à la question. Alors dans les autres questions, il y a une question d'Arnaud. Avez-vous étudié l'impact d'un passage de ces référentiels à l'échelle d'une région sur les filières en place? Alors, c'est une excellente question parce que il faut prendre le sujet, la problématique de la transition agroécologique par un bout. Ce que l'on a fait, c'est le prendre par le bout de l'exploitation agricole et voir si ça coûtait ou pas de l'argent à l'agriculteur d'engager cette transition. Mais effectivement, tout ça n'a de sens que si et seulement si on raisonne à l'échelle du système alimentaire dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir uniquement une modification des pratiques des agriculteurs si dans le même temps on n'a pas une évolution des pratiques et la structuration des filières à l'échelle d'une région ou d'un territoire qui fait sens d'un point de vue économique et environnemental, et si à l'autre bout de la chaîne alimentaire, entre guillemets, ou en tout cas des filières, les consommateurs également n'évoluent pas et ne changent pas leurs pratiques. Et c'est l'ensemble de ce système, l'ensemble de ces acteurs qui doivent bouger pour qu'il y ait une transition agroécologique d'ampleur suffisante pour répondre aux grands défis environnementaux que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire changement climatique, érosion de la biodiversité, puis préservation d'un certain nombre de ressources. Donc, à la question précise, a-t-on mesuré l'impact du passage de ces référentiels à l'échelle d'une région? Non. On a d'autres travaux qui sont en cours à France Stratégie sur ces questions. On se concentre là sur les exploitations agricoles, mais on pourrait aller plus loin, ou en tout cas on doit aller plus loin pour envisager les choses à la bonne échelle. Alors on a une question de Guillaume. Les labels privés sont-ils condamnés à être des référentiels à faible score? Donc a priori non. Mais effectivement dans les référentiels que nous on a étudiés, ils étaient moins exigeants d'un point de vue environnemental que ceux que nous avons mis en avant au cours de cette étude et qu'ils l'étaient beaucoup plus. Mais évidemment, on peut tout à fait envisager des labels privés qui soient beaucoup plus exigeants d'un point de vue environnemental. Alors, on a une autre question de Bertrand. Quelles pratiques faudrait-il ajouter à l'agroécologie pour avoir des revenus corrects pour les agriculteurs et des prix de vente aux consommateurs qui n'excluent pas les plus pauvres? Alors, c'est une question qui est centrale. C'est souvent ce qu'on oppose au développement de la bio ou de l'agroécologie, en gros, c'est de dire ça va coûter plus cher, donc ça va exclure toute une partie de la population. Ça rejoint la réponse que j'ai faite tout à l'heure sur la nécessité de raisonner au niveau du système alimentaire dans son ensemble. Il y a plusieurs éléments de réponse pour assurer un développement de l'agroécologie qui soit tout à la fois rémunérateur pour les agriculteurs et qui soit également juste et équilibré et qui permette au plus grand nombre d'accéder à une alimentation durable. D'abord, on a plusieurs leviers qui peuvent être développés. On a des pertes et gaspillages qui sont assez monumentales tout au long des filières agricoles et agroalimentaires, donc sur lesquels on peut jouer pour faire des économies et assurer des prix pour les consommateurs qui soient raisonnables. Ça se fait dans des écoles, dans des cantines scolaires. Je pense à certains exemples comme Montsartou dans la Drôme, qui a développé une cantine 100% bio sans que cela coûte plus cher pour les parents d'élèves, simplement en jouant sur la limitation du gaspillage, des proportions, des portionnements des élèves qui font qu'on n'a pas ces pertes et donc on peut jouer comme ça sur la marge et garantir donc pour tous un repas 100% bio. Et puis on a d'autres dispositifs qui peuvent être imaginés. On a des dispositifs d'aide publique, on a des dispositifs dans le cadre de la PAC ou dans le cadre des dispositifs européens d'aide alimentaire qui peuvent être réfléchis autrement, conçus autrement. Alors c'est un peu court là pour tout développer, mais on a des dispositifs d'appui et de soutien qui permettraient vraiment de garantir au plus grand nombre une alimentation bio ou agroécologique sans que cela pèse sur le revenu des ménages dans sa totalité. Je prends une question de Jérôme. Vous avez
arrêté pour conclure que l'agroécologie était économiquement viable, c'est qui me semble le point le plus fort et novateur de votre analyse, mais il me semblait que les études étaient plus nuancées que cela. Avez-vous une méta-analyse fouillée? Alors sur la question de la méta-analyse fouillée, oui, enfin dans le sens où on a pris toutes les données qui étaient disponibles dans la littérature. Elles portent, je le redis, essentiellement sur le bio, et donc pour d'autres référentiels, on a beaucoup moins de recul, beaucoup moins d'éléments d'analyse, et il faudrait conforter ces éléments par des études complémentaires. Mais en tout cas, ce que l'on montre, c'est que dans la majorité des cas, pas dans tous les cas, le passage à la bio va être rentable, tout simplement parce qu'on aura donc des prix de vente plus importants qui vont compenser les baisses de rendement. Je ne sais pas si tu veux compléter. On a effectivement aussi regardé les autres référentiels, mais justement parce qu'on n'a pas assez de données économiques déjà existantes, on ne peut pas conclure à une meilleure viabilité de certains des autres référentiels. On a quand même le modèle qu'on a réalisé à l'échelle d'une exploitation, mais du coup uniquement une exploitation céréalière, qui permet de fournir quand même des éléments de rentabilité pour 4 autres référentiels que l'agriculture biologique. Mais c'est un cas très isolé, c'est un modèle. Donc effectivement, il faut vraiment d'autres études à mettre en place pour étudier les autres référentiels que l'agriculture biologique, pour couvrir l'ensemble de l'agroécologie finalement. Alors on a d'autres questions, je ne sais pas si tu veux prendre celle-là, sur la simplification des labels. Sinon, on a une question donc, sur le quid des propositions visant la transition des modes alimentaires et de consommation, donc qui est une question de Fabienne. Oui, il faut des politiques d'accompagnement de la transition des régimes alimentaires. Il y a des études qui ont montré, par exemple, qu'on pouvait, à panier des ménages constants, donc à part du revenu consacré à l'alimentation constant, passer totalement à la bio, sans donc que ça pèse sur le revenu des ménages, mais ça implique effectivement des modifications profondes des régimes alimentaires, moins de gaspillage, ça implique également de mieux proportionner donc, les régimes par rapport aux besoins nutritionnels, et puis ça nécessite également de consommer moins souvent un certain nombre de produits qui coûtent cher et qui, quand on passe au bio, coûtent encore plus cher. Je pense notamment aux produits carnés et aux viandes, et donc on doit avoir des politiques d'accompagnement de cette transition des régimes alimentaires, notamment de pédagogie, de formation, d'enseignement, qui peuvent aller dans ce sens et qui permettent d'envisager à l'ensemble de la transition donc pour l'ensemble des segments du système alimentaire. Donc concernant la question de Dominique pour la meilleure information des consommateurs, c'est justement une des recommandations de l'analyse qui était de favoriser beaucoup la communication sur les référentiels existants, y compris sur les référentiels peut-être pas très connus et peut-être pas les plus exigeants d'un point de vue environnemental, mais qui pourraient permettre de généraliser un certain nombre de bonnes pratiques. Et dans le même ordre d'idée, il y a une question, alors il faut que je la retrouve, une question d'Alain. Êtes-vous en faveur d'un label agroécologique ? J'ai envie de dire qu'il y a suffisamment de labels qui existent aujourd'hui pour ne pas en inventer un autre, puisqu'on montre qu'il y a quand même des labels qui sont exigeants d'un point de vue environnemental, bio et la famille des labels rattachés au bio, et puis HVE option A. Donc plutôt que d'inventer un nouveau label, autant se concentrer sur la communication et l'information sur ces labels qui existent, plutôt que donc rajouter de la complexité à un paysage qui est déjà très compliqué. On a une question d'Alexandre. Dans votre définition, il y a utilisé un minimum d'intrants de synthèse. Pourquoi? Quel est l'inconvénient sous-entendu? Donc on a un certain nombre d'impacts de l'utilisation des intrants, notamment des engrais, mais aussi des produits phytosanitaires de synthèse qui sont montrés sur l'environnement, notamment en termes de pollution de l'eau qui peuvent être très importants. Je ne sais pas si Julien, tu veux compléter. Oui, donc il y a des impacts sur l'environnement, donc avec les émissions de gaz à effet de serre induits par exemple par la transformation des engrais azotés en protoxyde d'azote. On a des impacts santé, impacts sur la biodiversité qui sont liés à l'utilisation de pesticides. Donc effectivement, on a l'ensemble de ces facteurs, de ces inconvénients qui sont liés
à une utilisation trop intensive de ces intrants de synthèse. On a une question de Mathilde qui est très intéressante. À force que tout le monde s'engage et veuille se lancer en agroécologie, ne risque-t-on pas qu'il y ait trop d'offres? Et donc j'imagine que l'implicite, donc trop d'offres et donc une baisse des cours et moins de rémunération des agriculteurs. D'abord, on est encore loin du compte, c'est-à-dire qu'on a notamment dans le secteur de la bio encore pas mal de filières où on est obligé d'importer des produits bio parce qu'on n'est pas en capacité de répondre à l'offre nationale ou à la demande au niveau national, qu'on a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et la question donc de l'effondrement des cours qui ferait que toutes les filières ne pourraient pas se rémunérer justement, on est encore un peu loin du compte. Quand on sera à ce niveau de complexité, on pourra mieux adapter, mieux ajuster les dispositifs d'aide. Je le rappelle, dans l'étude qu'on a faite, on exclut les aides de la politique agricole commune. Et là, on pourra éventuellement envisager d'autres dispositifs d'aide pour compenser cela, mais on est encore loin du compte. D'autres questions? Alors, qu'est-ce qu'on a? Jean-Jacques, vous faites abstraction de la concurrence européenne et internationale, cela ne paraît pas réaliste. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou un avis, on va dire que c'est une question quand même. Si c'est réaliste, parce qu'on a des réflexions qui sont en cours, pas uniquement au niveau de France Stratégie, mais au niveau de think tanks comme l'IDRI, au niveau d'organisations ou d'associations comme Solagro pour After, qui dépasse le cadre et le périmètre strictement national pour envisager cette transition agroécologique notamment au niveau européen. Ce qu'il faut quand on parle de transition agroécologique, c'est effectivement réfléchir, je le redis toujours, au système dans son ensemble et aussi aux limites que l'on peut avoir et que l'on peut apporter à l'importation d'un certain nombre de produits agroalimentaires. Donc là, ça rejoint toutes les questions de taxe carbone aux frontières, de limitation des échanges extra-européens, toute la question du commerce international qui peut également être posée. En tout état de cause, moi je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il faut absolument ne rien faire parce qu'on a toujours cette épée de Damoclès de la concurrence européenne et internationale. En tout cas, on est dans notre rôle à France Stratégie à mettre dans le débat des propositions qui portent sur la France et qui ouvrent d'autres questions, notamment sur les questions de commerce international. Je ne sais pas si c'était des questions. Une question de Timothée. Selon vous, quel label a le meilleur rapport entre les apports écologiques et le résultat économique? Donc finalement, pour les référentiels qu'on a pu étudier nous, on peut dire que l'agriculture biologique, en tout cas, elle aurait un bon rapport entre les apports écologiques et le résultat économique. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour l'ensemble des autres référentiels, pour ceux qui ont aussi des exigences environnementales élevées. Le résultat économique, il est à préciser pour voir si, comme l'agriculture biologique, il pourrait être performant sur les deux dimensions également. Une question de Stéphane. Peut-on parler d'agroécologie sans parler de circuit court? Alors, dans une présentation comme celle-là, on est obligé de limiter notre présentation au temps imparti. Sur le site de France Stratégie, vous retrouverez la note d'analyse qui fait 8 pages, plus le rapport détaillé qui en fait 70. Oui, si on parle de transition du système alimentaire dans son ensemble, il faut parler des évolutions des modes de consommation, et notamment du développement des circuits courts, des circuits de proximité, qui sont un élément de réponse à un certain nombre d'enjeux environnementaux, mais qui ne sont pas les seuls éléments de réponse. On peut développer une agroécologie sur grande échelle en maintenant des circuits un petit peu longs, mais effectivement, le schéma qui est le plus rémunérateur pour les agriculteurs, et ça c'est montré et souligné par un certain nombre d'études, ce sont effectivement les circuits courts avec des chaînes de valeur qui sont raccourcies, qui vont donc permettre un partage de ces valeurs beaucoup plus important auprès donc des agriculteurs. Donc oui, agroécologie est plutôt synonyme de développement de circuits courts, mais il ne faut pas se limiter à cela. On peut avoir des circuits un peu plus longs qui sont maintenus et qui garantissent aussi le développement de l'agroécologie.
Voilà, donc je pense qu'on arrive au terme de cette séquence, donc qui durait 45 minutes. On a eu beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre, donc nous sommes désolés. Je vous invite vraiment à retrouver l'ensemble des documents, des rapports, des notes d'analyse, des présentations grand public que l'on a sur le site de France Stratégie. Et puis vous aurez également un podcast qui sera bientôt en ligne et qui permettra de retrouver donc les grandes conclusions de ce rapport et de l'écouter de chez vous sympathiquement. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt sur le site de France Stratégie ou ailleurs. Merci.